Merci beaucoup, merci pour l'invitation. On m'a demandé de vous parler de mon expérience en tant que gestionnaire de crise, commissaire à la grippe pour la Belgique, et d'éclairer les aspects de la communication. Voici quelques-uns de mes conflits d'intérêts. Au cours des 20 dernières années, je suppose. Tout a commencé pour moi à ce moment-là, en fait en 2006, quand j'ai été nommé. C'est un passe-temps non rémunéré, donc ce n'est pas un métier ou une fonction ou quoi que ce soit. C'est vraiment un passe-temps, cette affaire de commissaire à la grippe. Le 24 avril 2009, c'était quand l'OMS a dit « d'accord, il y a une pandémie ». Et c'est à ce moment-là que la chose a commencé. Et là, vous avez l'occasion de faire ce qu'il faut. Je veux dire, le jour 1 est très important. Le jour 1, vous commencez votre communication avec la presse, avec les gens, et vous devez le faire comme il le faut. Je veux dire, vous devez opter pour une voix, un message. En Belgique, ils ont choisi de nommer un non-politicien pour faire ça. Je veux dire, je n'ai pas d'affiliation à un parti. Et ça rend les choses, à ce moment-là, du moins, un peu plus faciles. Car on ne vous attaque pas politiquement. Minorité, majorité, ça n'entre pas en jeu. Et ça a été un énorme avantage. Le deuxième avantage est que vous pouvez jouer le naïf complet à Bruxelles et en faire beaucoup plus que ce que vous auriez pu faire autrement. Donc, une voix, un message. C'est le ton que vous devez donner le premier jour. Et vous devez être très transparent. Mon nom est commissaire interministériel pour la planification de la préparation à la grippe pandémique, ce qui est bien sûr est trop long, et qui est devenu commissaire à la grippe, et c'était beaucoup plus facile. Vous devez être omniprésent ce premier jour, ou les premiers jours, pour attirer l'attention des médias. Vous passez un accord avec eux, vous leur direz tout, et s'ils appellent, vous répondrez. Lorsque vous avez fait ça, vous pouvez profiter de ces premiers jours pour obtenir une couverture complète du terrain. Et ils n'iront pas chercher de voies alternatives. Et si vous avez fait ça, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et ensuite, vous faites passer le message, et vous pouvez le faire si vous le faites de cette façon. Notre pays est prêt pour une pandémie. C'est une surestimation grossière, c'est sûr. Mais il est crucial d'entrer dans cette pandémie. Tout d'abord, ce qu'il y a dans le nom. Si vous parlez de pandémie, c'est assez important. Les gens parlaient de la grippe porcine, de la pandémie virus H1N1 en 2009, de la nouvelle grippe 2009A H1N1. À un moment donné, on l'a appelée la grippe nord-américaine, le nouveau virus de la grippe. C'était beaucoup trop difficile, alors nous l'avons appelée la grippe mexicaine. Oui, ça m'a causé d'énormes problèmes avec l'ambassadrice du Mexique à cette époque. Et elle était furieuse. Après, nous sommes devenus de bons amis. Je suis toujours invité à leur réception du Nouvel An à chaque année. Mais les gens s'en amusent et d'accord, c'est probablement inévitable. Mais le fait d'avoir un nom clair et reconnaissable, facile à comprendre et à utiliser pour le public profane, c'était en fait assez important. Là, ça a aussi marché. Le mot de l'année 2009, le defriending de Facebook est passé numéro 1, à ma grande déception. Grippe mexicaine était numéro 2, et commissaire à la grippe était numéro 6. Donc le terme fonctionne, et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ces premières semaines, la route est ouverte. Quand vous n'avez aucune opposition et que tout le monde a besoin de nouvelles et qu'ils viennent à vous pour les nouvelles, vous pouvez apporter pas mal d'informations neutres. Et c'est repris et la nouvelle est rapportée de la façon dont vous l'avez apportée. Et vous ne pouvez le faire que dans les 2 premières semaines ou mois. Un des problèmes que nous avons ou que nous avions est que nous n'avions pas de budget média. Nous avions vraiment 0 € à notre disposition. Ce qui signifie que vous devez utiliser toutes les opportunités qui se présentent pour... Eh bien, ce n'est pas Britannia Rule the Rave, mais les ondes pour faire ressortir votre message. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire gratuitement, à la radio, à la télé. Si vous avez de bonnes relations préexistantes avec les médias, vous pouvez essayer autre chose. Nous avons essayé la chose suivante. Nous avons demandé à tous les présentateurs des différentes stations de télé: êtes-vous prêts à participer gratuitement dans une sorte d'infopublicité que vous payeriez pour vous tous? Et ils ont dit, oui, bien, nous allons le faire. Et ça a été extrêmement influent. Ensuite, eh bien, nous ne pourrions jamais payer personne pour quelque chose comme ça. Mais si vous avez d'assez bonnes relations préexistantes, alors vous pouvez demander une faveur en retour. Et ils auront ou ils pourraient faire ça. Une des choses que nous avons essayé, mais c'était il y a 10 ans, était d'utiliser Facebook et Twitter.
Bon, il n'y avait pas assez de monde sur Facebook et Twitter à ce moment-là pour vraiment avoir un impact. Si nous le faisions maintenant, ce serait un canal privilégié pour communiquer. Cependant, ça fonctionne dans les deux sens. Je veux dire que les fake news seraient aussi transmises, beaucoup plus facilement, via Facebook et Twitter qu'il y a 10 ans. Répondre à la question du jour, quelle que soit la question des journalistes, c'est assez important. Donc nous avions un centre d'appel qui s'est peuplé progressivement et presque d'heure en heure, et plus tard, de jour en jour, vous pouviez vous faire une idée des questions que les gens se posent. Et chaque jour, ces questions ont été posées plusieurs fois, afin que vous puissiez les intégrer dans les entretiens, quelle que soit la question initiale. La première question a été le premier pic, et ce pic était d'environ 900 appels par jour, sur une durée d'une semaine. Au premier pic, les premières questions étaient liées au voyage. Puis-je encore aller au Mexique? J'ai réservé des vacances, puis-je récupérer mon argent? Si vous résolvez ce problème en déclarant une urgence, vous aidez beaucoup de monde et ce premier pic disparaît. Et ensuite, vous devez prédire l'avenir, parce que le futur n'est pas encore arrivé. Prédire le passé est beaucoup plus facile. Mais il faut prédire le futur pour préparer le public et ne pas avoir encore et encore d'exagération de l'information dans la presse. Alors j'ai dit, ok, la Belgique, petit pays, nous aurons également des cas de H1N1. Quand vous apportez ça, ça fait la une des infos. Alors que quelques jours plus tard, le premier cas de H1N1 arrive dans le pays. C'est la deuxième fois qu'ils doivent donner cette nouvelle. Donc ils l'annoncent en sourdine, et je pense de manière appropriée. Mais vous ne pouvez le faire que lorsque vous avez préparé le décor pour ça. C'est la deuxième vague de questions. Les gens posaient plus de questions sur ce que faire quand je tombe malade et ainsi de suite. Et ça vous donne l'opportunité de travailler avec. Et puis, vous devez dire, ok, bien, nous aurons des morts du H1N1. Bien sûr, c'est inévitable. J'y ai utilisé une citation de M. Donaldson, où il dit qu'au Royaume-Uni, au plus fort de l'épidémie, 40 personnes mourraient par jour d'ici la fin de l'été. 62 millions de personnes à ce moment-là au Royaume-Uni, 40 décès par jour, j'ai converti pour la Belgique, ce serait 7 morts par jour au plus fort de l'épidémie. J'ai utilisé ça dans les médias. 7 décès belges de la grippe par jour au plus fort de l'épidémie serait réaliste. C'est vrai chaque année, même sans épidémie. C'est très très classique. Cependant, parler de décès est important, parce que quand vous le dites, les gens disent « Waouh, que voulez-vous dire? Des gens meurent à cause de la grippe !» Et c'était une étape nécessaire à passer. Et puis, bien sûr, 2 ou 3 jours plus tard, il y a eu le premier décès du H1N1 dans le pays. Et le décor était planté, on en parlait déjà. C'était le troisième pic de questions. Le premier qui a eu un impact et que vous devez gérer. Je suis allé aux 2-3 premiers enterrements. Vous devez être très calme, assis à l'arrière, et ça montre que vous êtes concerné. Et je pense que c'était à ce moment-là assez important. Donc, dans l'ensemble, à ce moment-là, le sentiment dans la population, dans la presse, était que l'approche belge était raisonnable. En fait, nous voulions être calmes, cool et recueillis. Et notre mantra était depuis le premier jour, en ce moment, c'est plus ou moins comparable, plus ou moins à une grippe saisonnière, en termes de résultats. Mais nous devons nous préparer à des scénarios sévères. Comme en 1918, la première vague était plutôt douce. Et on ne pouvait pas prévoir qu'une seconde vague aurait une mortalité élevée. Nous nous concentrons sur des mesures d'hygiène de base à faible coût. Nous n'avons pas fermé d'école. Nous avons utilisé des antiviraux pour les groupes à haut risque. En fait, nous avons utilisé des antiviraux au début pour les personnes malades. J'avais des voitures prépositionnées dans les différentes provinces et ils inciteraient les patients à prendre des antiviraux lorsqu'on leur diagnostiquait la grippe, afin de retarder le début de l'épidémie. Et ça a fonctionné jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nous n'avons acheté qu'une seule dose de vaccin par personne et le plan de vaccination serait de vacciner plus ou moins les mêmes groupes à haut risque que pour la grippe saisonnière. Puis les vacances sont arrivées. Et c'est une période très dangereuse pour la communication. C'est une période dangereuse parce que les journalistes les moins formés sont à la barre. Oui, et vous avez les questions les plus étranges. Ils sont en sous-effectif, donc d'autres articles, d'autres pays viendront contaminer votre message. Et ça, une période étrange.
C'est une photo que mon père a prise pendant les vacances avec les petits-enfants. Et je n'étais pas le gars le plus social. Je dois admettre, mon fils est né 2 semaines avant le déclenchement de la pandémie. Ce n'était donc pas le bon moment. Et vient ensuite le moment où ils vont inévitablement parler de vous. Le commissaire à la grippe est vraiment un mec super. Et puis vous avez les articles d'ambiance. Qu'est-ce qu'il aime? Et quelle musique aime-t-il? Des photos de mon premier laboratoire quand j'avais 13 ans. Ce sont des bons sentiments, mais quand ils font ça, ils aiguisent les couteaux, eux, en même temps. Et puis, votre vie personnelle devient quelque peu compromise. Et alors, ils viennent chez vous, et vous devez vraiment limiter ça. Parce que si vous ne limitez pas cela, alors vous n'avez plus de vie. Et puis tout a été dit sur la pandémie, à propos de vous. Et puis vient la recherche de controverses. Oui, à un moment donné, j'ai eu une controverse à propos de la rémunération des médecins pour la vaccination de masse, qui aurait lieu quelques mois ou quelques semaines plus tard. Puis le devis que je leur ai donné, en termes de montant qu'ils recevraient, était beaucoup trop bas et je devais être viré. Vous pouvez résoudre cela assez facilement. J'ai dit d'accord, vous voulez que je sois viré? Je voudrais gagner à la loterie. Les chances que ces deux choses se produisent sont assez minces et c'est passé. Et puis, vous arrivez à la phase où ils vont être beaucoup plus critiques. Et la première était que le gouvernement ne fait pas assez. Le vaccin H1N1 arrivera trop tard et il n'y aura pas assez de vaccins. Obtenez-le tant que vous le pouvez. C'était la première, vraiment la première atmosphère qui a été créée. Donc, pas assez de vaccins, obtenez-le pendant que vous pouvez. Alors, à ce moment-là, je devais dire, « Ok, je serai le dernier à être vacciné. » Je veux dire, vous pouvez tous passer avant moi. Je serai le dernier. Et plus tard, j'ai regretté ce message. Cette campagne de vaccination a généré un grand nombre de questions. En fait, le point crucial de la campagne, ça a été la campagne de vaccination. Et beaucoup de personnes avaient des questions. Donc, vous deviez leur montrer que vous aviez, je veux dire, les stocks, vous deviez marcher au milieu et marcher dans les salles où vous pouviez leur montrer que nous avons les vaccins et ils sont déjà dans le pays. Beaucoup de réconfort a été nécessaire à ce moment-là. Et ensuite, vous deviez choisir qui allait être vacciné en premier. Et donc, eh bien, les femmes et les enfants d'abord. Peu importe, je veux dire, les groupes à risque sont importants. Et puis, j'ai presque manqué d'utiliser le fait que les meilleurs clubs de football en Belgique, de manière inappropriée et contre tout accord, ont vacciné Ils ont fait de leurs joueurs de football des personnes prioritaires. Alors, je me suis dit que je pouvais utiliser ça. Parce que si la population croit vraiment que ce vaccin est si désirable que même les joueurs de foot seraient prêts à devenir malhonnêtes pour se faire vacciner, j'ai dit d'accord, je peux jouer avec ça. Alors j'ai fait un gros buzz avec ce sujet. C'est du délire. Mais ça a marché. Et en fait, ces campagnes de vaccination par le GP se sont vraiment très bien passées. En quelques semaines, tout le monde a pu être vacciné. Ça reste une part assez importante du panel. Cela a bien fonctionné en Flandre. Donc, vous connaissez la Belgique, c'est un pays compliqué. Et voici la couverture vaccinale. Et vous pouvez voir que la Flandre a vraiment bien marché. Eh bien, j'ai fait autant d'interviews en français qu'en néerlandais. Cependant, dans la partie flamande du pays, nous écoutons les médias flamands. Dans la partie francophone du pays, ils écoutent ou regardent aussi souvent la télé française, où se trouvaient toutes sortes d'autres messages. Et ça polluait vraiment la campagne de vaccination. Et bien sûr, des gens disent « Ok, le vaccin n'est pas sûr » et ils vous font le canular de la grippe porcine. Et le vaccin pourrait vous tuer. Dites non au vaccin, cette ambiance commence. Et après la crise, tout le monde devient intelligent. Et vous devez accepter ça dès le départ. Et puis, la déclaration générale a été « Non, le gouvernement en a trop fait ». Bien sûr, parce que le nombre de décès était décevant pour certaines personnes. Et puis, tous les livres sont écrits. Et tout le monde utilise toutes les données. Et oublie que vous deviez prendre les décisions en fonction d'un fragment des données disponibles, ou qui seraient disponibles plus tard.
Puis ça a été transformé en arnaque. Des gens faisaient vraiment de l'argent avec ça. Et je pense que le Conseil de l'Europe a joué un très mauvais rôle. Voici Wolfgang Wodark, et je veux lui faire honte en fait, parce le Conseil de l'Europe avait une motion de recommandation. Les fausses pandémies sont une menace pour la santé. Ils ont essentiellement dit, tous ces virologues, vaccinologues, ont tous de l'argent dans les poches. Ce sont des gens malhonnêtes. C'est très facile à dire. Voici quand vous cherchez H1N1 dans Google. Bien sûr, il y a un pic en octobre et novembre. Vous n'avez pas entendu Wodark à ce moment-là. Lorsque vous cherchez Wodark dans Google, vous voyez qu'il commence bien après la fin de la pandémie. Les gens deviennent très courageux à la fin de la pandémie. Alors, avec le temps, il me reste encore 1 minute et 51 secondes. Je voudrais vraiment émettre un avertissement. Tout ça a commencé en avril 2009. Bien des années ont passé. En fait, 3560 jours aujourd'hui, 508 semaines. Et près de 10 ans se sont écoulés et ça a un impact. Parce que les gens oublient un peu les pandémies. C'est à ce moment-là que vous cherchez la grippe et la pandémie dans PubMed. Jusqu'en 2003-2004, il n'y a pas grand-chose. Puis H5N1 est arrivé et certains intérêts ont été soulevés. Puis la pandémie de 2009 est arrivée. Et il y a eu beaucoup d'intérêts. Et voici ce qui s'est passé depuis. Donc l'intérêt est scientifique et est en baisse. Le leadership a également évolué. Ça a été un bon exercice pour une grosse pandémie. Je suis d'accord, mais lorsque nous nous éloignons de 2009, cette expérience se perd. À cette époque, Margaret Chan dirigeait l'OMS, Tom Friedman, le CDC, Susan Jacob, le CDC. Eh bien, nous sommes maintenant 1 ou 2 directeurs plus tard, et cette expérience de 2009, il y a bien sûr eu d'autres expériences, mais celle-là n'est plus là. C'est la même chose pour le leadership politique. À cette époque, Obama, Brown, Sarkozy. Et en Belgique, Van Rompuy était là. Eh bien, nous sommes 2 ou 3 dirigeants politiques plus loin. Et beaucoup de ce qui a été appris en 2009 a été en quelque sorte désappris et devra être réinventé. Bon, il y a encore Angela Merkel et Ab Osteras. Ce sont les longs séjours. Nous pouvons toujours compter sur eux. Alors, sommes-nous prêts pour la prochaine pandémie? Je ne pense pas, mais je dirais que les pandémies sont comme une boîte de chocolat. Et ensuite, je voudrais invoquer le mot du philosophe Forrest Gump. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Merci. Ok, Marc, merci beaucoup. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Oui? Très bien. Merci beaucoup, Kyria Walsh. Je suis directeur de la clinique du British Medical Journal. Je suppose que ce qui a changé depuis 2009 est que nous vivons à l'ère des fake news et des réseaux sociaux. Comment allons-nous faire passer les messages aujourd'hui? C'est effrayant. J'ai vraiment peur de ça. Parce que ça n'existait pas en 2009. Les gens respectaient votre autorité, car vous leur appreniez quelque chose, ou grâce à l'expérience professionnelle. Ça, c'est fini. Tout le monde est diplômé de l'université de Google, et le respect de la connaissance a disparu. Car pourquoi auriez-vous besoin de connaissances, quand vous pouvez créer des connaissances, en tapant quelques mots-clés dans Google, et les obtenir vous-même? C'est extrêmement dangereux. Aussi, le niveau des politiciens que nous avons, je veux dire, quand je montre des images, sauf peut-être à quelques exceptions près, il se peut que vous les vouliez en retour. C'est différent. Quand je regarde aux États-Unis et aussi en Italie, les sentiments anti-vaccination grandissent. Et ils grandissent aussi au niveau politique. C'est très troublant, oui. Ok, une autre question? Oui. Question sur l'utilité des influenceurs. Ça a été essayé dans une certaine mesure, également en 2009, quand vous avez vu Barack Obama se faire vacciner. Nous le faisons chaque année à l'hôpital. À l'hôpital, le directeur et le vice-directeur, en sous-vêtements, sont vaccinés, ce qui a un impact énorme. Donc les influenceurs sont importants. Néanmoins, on a besoin de bons influenceurs, pas les mauvais comme les Kardashians.
Eh bien, s'ils font les bonnes choses, ils ne sont peut-être pas les mauvais, mais je pense qu'ils peuvent être imprévisibles. Que peut-on faire avec les Emmy? Avec les Emmy Awards? Ce n'était pas nécessaire. Je pense qu'ils ont voulu bien faire. Je ne pense pas que le cadre de la cérémonie des Emmy soit nécessairement le bon endroit pour organiser des vaccinations. Mais je pense qu'ils voulaient bien faire. J'ai vu les images. Une autre question? Oui, Caroline Brown du bureau régional de l'OMS. Pour l'Europe, j'ai vraiment aimé votre présentation. Je l'ai déjà vue et elle est toujours divertissante. D'accord, non. Non, ça l'est toujours, mais... Ok, alors la Belgique l'a appelée grippe mexicaine. Pour beaucoup de pays, c'est un bon nom. Mais évidemment, du point de vue de l'OMS, nous essayons de ne pas impliquer de pays. Et je pense que cela fait partie de la préparation. Soyons préparés pour la prochaine pandémie. Comment allons-nous l'appeler? Comment pourrions-nous tous l'appeler? Eh bien, nous parlerons encore de la grippe espagnole, de la grippe de Hong Kong, de la grippe asiatique. Et je n'ai jamais ressenti que c'était extrêmement discriminant. Par exemple, pour le peuple espagnol. Je suis d'accord et je comprends. Mais les différents noms qui ont été utilisés, ils sont bons pour être utilisés dans des revues scientifiques, c'est d'accord. Mais pour les utiliser dans la communication avec le public, ça leur passait par-dessus la tête. Lorsque vous parlez de H1N1, vous perdez 90% de l'audience. Je peux comprendre, mais je peux vous assurer que nos collègues espagnols sont toujours sensibles à 1918. C'est vrai, mais je comprends bien les sensibilités. Pensez-vous que les gens comprennent H1N1 maintenant? Eh bien, il y a plus de gens qui le comprennent qu'il y a quelques années, mais ne surestimaient jamais. Je veux dire vraiment que ça leur passe par-dessus la tête. La grippe H1N1 est saisonnière de nos jours, mais la grippe espagnole ne l'est pas. Oui, dans une certaine mesure. Vous avez mentionné votre expérience en Belgique. Croyez-vous à des expériences similaires dans d'autres pays, européens ou même non européens? Je pense que ça se pourrait. En Belgique, c'est bien possible. Non pas parce que c'est un super pays, mais parce que c'est un petit pays. Si vous voulez réaliser ça, une voix, un message, dans un pays immense, ça sera très difficile à réaliser, je pense. Je pense que ce qui est le plus important, ou ce qui a le mieux fonctionné, était le fait que c'était apolitique. Je pense que ça a eu plus d'influence. Si c'est un politicien de carrière qui fait ça, il se fera attaquer dès le premier jour par l'opposition, dont le devoir est de s'opposer. Et ça rend la vie très difficile. Je pense pour eux. Peut-être que si vous comparez avec les Pays-Bas qui sont assez similaires, nous avions environ 20 interlocuteurs. Donc cela a rendu les choses très difficiles. Honnêtement, c'était il y a 10 ans. Ok, merci beaucoup Marc.